Je vous propose qu'on enchaîne sur la présentation de Monsieur Nouvel, qui conclura cette matinée. Enfin, qui ne conclura pas, non, puisqu'on enchaînera sur la table ronde, justement animée par Hervé. Pardon. Donc, Monsieur Nouvel du ministère de la Transition écologique. Je crois qu'on a perdu le S de solidaire au ministère, mais je ne suis pas sûr. Enfin, je ne sais pas si on le dit encore ou pas. Non, il n'est plus solidaire, le ministère. Il n'est plus solidaire, voilà. Mais par contre, j'avais un problème de format dans le diaporama, donc j'ai gardé d'un vieux format de présentation, ce qui fait qu'il y a encore le solidaire. Donc, on m'a proposé de faire une présentation du dispositif de paiement pour services environnemental qui est mis en place par le ministère de l'écologie et le réseau des agences de l'eau, et son application au cas particulier des zones humides. En fait, comme je vais le présenter, une des caractéristiques du dispositif, c'est de ne justement pas être ciblé sur un objet particulier, mais c'est plutôt dans sa logique de rémunération, notamment, qu'il se caractérise, et il est destiné justement à s'appliquer de manière très souple à toutes les situations. Donc en fait, je vais plutôt faire une présentation assez générale du dispositif de PSE que l'on a conçu, et je parlerai quand même des zones humides pour voir justement dans quelle mesure il peut s'appliquer, entre autres, au cas des zones humides. Donc je vais présenter je vais partir d'où on en est, où est-ce qu'on en est de la mise en place et du déploiement des PSE, revenir sur les principes qui ont été proposés pour bâtir ce dispositif, passer à quelque chose de plus opérationnel, présenter comment peut se construire un projet territorial en utilisant ce dispositif de PSE, et puis dire un ou deux mots sur ce qui est prévu en matière d'accompagnement des territoires. Je vais avoir des problèmes avec ça. Alors, pour ce qui concerne la mise en place, alors je vais rappeler le contexte de mise en place, donc plus loin. Donc, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est un dispositif qui procède du plan biodiversité annoncé par Nicolas Hulot en juillet 2018. Il y avait une action qui s'appelle l'action 24, qui prévoyait de mettre en place, sans attendre la future PAC, des paiements pour services environnementaux destinés aux agriculteurs pour rémunérer des pratiques favorables à l'environnement, avec un financement de 150 millions d'euros mis à disposition par le réseau, par les agences de l'eau. Et un dispositif qui doit être engagé sur les 3 ans à venir. Enfin, 3 ans, c'était par rapport à la référence de 2018, c'est-à-dire engagé sur la période 2019-2021. Donc un objectif en soi, c'est l'objectif de lutter contre l'érosion de la biodiversité, puisqu'on était dans une mesure on est dans une mesure du plan biodiversité, mais également un objectif derrière plus méthodologique, de principe, c'est-à-dire de concevoir un dispositif qui soit opérationnel rapidement, qui repose sur une logique innovante, c'est-à-dire, parce que si c'est pas une logique innovante, on avait déjà tout ce qu'il fallait avec les mesures agri-environnementales pour agir, qui permettent aux acteurs locaux de bâtir leur propre projet, donc d'avoir un dispositif qui soit très souple et très adaptable aux besoins des territoires. Alors ça s'est fait dans un système de contraintes qui est le contrainte de notification des aides d'État auprès de la Commission européenne, avec un principe qui est un principe indépassable, imposé par l'OMC et repris dans les règles européennes, qui est le principe de simple compensation des surcoûts et des manques à gagner. Donc une des difficultés, c'était à la fois de bâtir une logique qui sortait des chemins déjà utilisés par les MAE, tout en prouvant, ou en essayant de prouver, mais du coup on l'a prouvé puisque ça a convaincu la Commission, qu'on était quand même compatible avec les lignes directrices agricoles. Et donc du coup ça a convaincu la Commission qui a donné un avis favorable en février 2020. Et donc on est actuellement dans la mise en œuvre. Alors le cadre qui a été prévu, c'est un cadre où on agit sur des territoires localisés. C'est pas un dispositif qui est destiné à agir sur tous les hectares de la France entière. Avec 150 millions d'euros, d'ailleurs, ça ne serait pas envisageable. Donc des territoires localisés à enjeux suffisamment forts du point de vue de la biodiversité, mais également de l'eau, de stockage de carbone, d'érosion des sols, etc. Donc tous les enjeux environnementaux, même si l'enjeu biodiversité est ou devrait être central, on peut s'intéresser à tous les enjeux environnementaux des territoires. Une dimension classique dans le montage de projets, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des projets qui soient
porté politiquement, donc il faut qu'il y ait un porteur, un opérateur, une collectivité par exemple, un PNR ou autre, qui est un projet qui réponde à un constat de situation, un diagnostic de territoire fait au départ, qui soit animé, parce que c'est toute l'expérience des MAE notamment qui l'a montré, à partir du moment où il n'y a pas quelqu'un qui anime sur le territoire, rien ne se fait ou rien ne se fait correctement, et qui induisent ou qui s'appuient sur une dynamique collective avec les agriculteurs. Donc on est bien dans un esprit de co-construction et de fédération des acteurs sur des territoires autour des enjeux. D'un point de vue concret, il y a deux niveaux enfin c'est contractuel, c'est un dispositif contractuel, donc il repose sur le volontariat, avec deux niveaux de contractualisation. Une première contractualisation entre le financeur, qui est l'agence de l'eau, et puis un porteur de projet qui va être, dans la majorité des cas, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités, pour payer d'une part des choses qui sont tout à fait classiques pour les agences de l'eau, c'est-à-dire payer ou financer l'animation, des études, des expertises, etc. Et puis d'autre part, pour mettre à disposition de ces porteurs, de ces collectivités, une somme d'argent qui ensuite permettra à celle-ci, à la collectivité, de payer les agriculteurs, donc dans le cadre de ce qu'on appelle des délégations de mandat. Et puis deuxième niveau, là on est au niveau de l'opérateur territorial, une relation contractuelle avec les agriculteurs, et là on est dans un cadre qui ressemble un petit peu au cadre de contractualisation MAEC, c'est-à-dire que chaque agriculteur s'engage, signe un contrat avec le porteur de projet. Et puis une particularité qui différencie le dispositif par rapport au MAE également, c'est que il n'y a pas eu, là c'était du fait des relations entre les ministères de l'Agriculture et le ministère de l'Écologie, possibilité d'associer les DDT, donc les services d'économie agricole, à la gestion de ce dispositif, et que du coup, la gestion ici est confiée directement aux collectivités, donc pour l'instruction et pour le contrôle. En termes de phasage de l'action, toutes les agences de l'eau ont lancé des appels à manifestation d'intérêt qui, fin 2019, sauf Rameuse qui était plus tardif, ça s'est fait en juin. Des appels à manifestation d'intérêt qui se sont clos en mars, en gros. Et suite à ces appels à manifestation d'intérêt, il y a un certain nombre de porteurs de projets qui se sont signalés. Et la sélection des territoires, enfin, il y a déjà eu une présélection des territoires retenus, des territoires candidats qui a été faite. On est donc dans la phase suivante, on est fin 2020, et actuellement, les territoires qui ont été présélectionnés sont en train d'élaborer leur projet territorial, et c'est de ça que je parlerai un petit peu après. De manière à ce que les agences de l'eau sélectionnent définitivement les projets au vu du projet qui leur a été soumis, donc à la fin de l'année ou en début d'année prochaine, ce qui fait que les premières contractualisations avec les agriculteurs ne pourront se faire que de manière opérationnelle qu'en 2021. Le bilan, donc, il y a environ 130 territoires qui sont présélectionnés, alors 130 y compris sur le bassin Adour-Garonne, qui lui avait commencé avant les autres, puisqu'il n'avait pas attendu le résultat de la notification au niveau européen, mais avait bâti son propre dispositif en le finançant sur le système des aides de minimis, et qui rejoindra, ou qui devrait rejoindre normalement le dispositif national, enfin qui devait le faire, mais je pense qu'elle se ferait à partir de l'année prochaine, dès qu'on aurait réussi à obtenir l'accord de la Commission européenne. Donc 130 territoires qui travaillent actuellement sur les PSE, dont une partie est opérationnelle notamment en Adour-Garonne, mais qui sont en train de préparer le projet pour le reste, avec tout ce qui est en bleu, des enjeux eau. Alors là, les agences de l'eau en fait se sont retournées vers les acteurs classiques avec lesquels elles travaillaient. Donc il y a énormément de projets qui sont sur des aires d'alimentation de captage autour d'enjeux eau, plus que sur des enjeux biodiversité. Donc les biodiversités, c'est les petits drapeaux qui sont en couleur orangée. Donc on voit qu'il y en a quand même moins que des projets à dominante eau. Et puis enfin, il y a des projets à dominante zone humide. Alors là, sur la carte, on différencie assez mal peut-être de loin le vert et le bleu. Il y en a ici près de Saint-Étienne, près de Toulouse, près de La Rochelle, et puis également dans l'Est là-haut. Il y en a assez peu également.
Alors, je ne sais pas si il y a déjà eu des informations qui ont été faites sur le dispositif, donc je vais en rappeler les principes, ce qui fera peut-être une succession, une transition, enfin pas une transition, mais une illustration de ce qui a été présenté tout à l'heure, parce que c'est une logique parmi d'autres. Alors, il s'agit bien ici d'un dispositif qui rémunère des services environnementaux et non pas des services écosystémiques. Donc là, la différence entre les deux, on s'appuie sur les définitions qui en sont données dans le dispositif FS, l'évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques, géré par l'INRA et auquel le ministère de l'écologie est associé. Les services écosystémiques, et lorsqu'on parlait tout à l'heure de la monétarisation de ces services, je pense qu'on parlait plus avec des chiffres assez astronomiques. On parle effectivement des services écosystémiques. Et c'est pas du tout ça qu'on va rémunérer dans le dispositif. Ici, ce qu'on rémunère, c'est l'activité de l'agriculteur sur les milieux, de manière à ce que ces milieux optimisent leur fonction écosystémique. Il y avait une image qui n'est pas de moi, mais qui me plaisait assez bien, c'est la comparaison avec l'éducation. Lorsqu'il y a une action éducative, on a le produit de cette action a une valeur économique qu'on peut sans doute monétariser par des méthodes que j'ignore complètement, mais qui est incommensurable. C'est tout le savoir des prochaines générations. Donc ça se chiffre facilement en milliards de milliards, je ne sais pas. Alors que ce qu'on rémunère via le service environnementaux, c'est plutôt le salaire de l'instituteur qui s'occupe de l'éducation des enfants. Et on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur. Donc, services environnementaux comme activité des agriculteurs sur les milieux, avec deux domaines d'activité professionnelle, en quelque sorte. Un domaine qui est classique, qui est la gestion des systèmes de production. Là, on est dans de l'agronomie, et on est dans le même domaine d'activité que celui qui est visé par les MAE, mais également un autre domaine, et là, c'est une des innovations du dispositif, qui est la gestion de ce qu'on appelait les structures paysagères, donc l'entretien des paysages, l'entretien des infrastructures agroécologiques, c'est-à-dire les haies, le bocage, le maillage bocager, mais également d'autres éléments d'intérêt écologique, tels que des réseaux de zones humides, des mares, etc. Alors, à partir du moment où on parle de services, de rémunération pour services environnementaux, on est au pied du mur en se disant, mais au fait, quelle est la valeur des services environnementaux? Donc il faut bien donner une valeur à ces services. Si on ne fait pas ça, on retombe dans des systèmes de rémunération d'actions qui sont tout à fait comparables à celles qu'on a déjà avec le système de MAE. Et à ce moment-là, ce n'est pas la peine de faire un dispositif notifié auprès de la Commission. Bon. Donc une des difficultés, c'était de donner une valeur aux services environnementaux. Et c'est ce que l'on a fait pour chacun des deux domaines d'activité que je viens de mentionner, à savoir le domaine de la gestion des structures paysagères et le domaine de la gestion des systèmes de production, le domaine de l'agronomie. Donc c'est les deux colonnes du tableau. Et on a considéré l'activité de l'agriculteur selon deux modalités. Une modalité de maintien de la situation existante ou bien une modalité d'amélioration. Et donc ça nous fait un croisement de deux domaines d'action avec deux modalités d'action, maintien ou transition, changement. Et pour calculer les valeurs, pour définir des valeurs, on s'est référé à des situations caractérisées comme optimales. L'optimum en matière paysagère, c'est un bocage où on a 15% ou 20%, on a pris le chiffre de 20% d'infrastructures, enfin de haies par exemple, c'est-à-dire qu'il y a 20% de surface de haies par rapport à la SAU. Et l'optimum en matière agronomique, on a pris comme référence l'agriculture biologique. Et donc on a pris, pour définir les valeurs qui sont ici, qui sont des valeurs en euros par hectare, des coûts référencés, qui sont soit des coûts référencés de chantier, c'est le cas sur les haies. On a des coûts très précis d'entretien, de gestion des haies, ou des coûts de création des haies. On sait exactement combien ça coûte en mètres linéaires et on peut convertir ça en surface. Et également des coûts référencés d'aide à la conversion à l'agriculture biologique ou de maintien de l'agriculture biologique. Alors pourquoi avoir fait ce système? On aurait très bien pu prendre des références différentes. Si je reprends l'exemple du salaire de l'instituteur, on aurait très bien pu prendre un SMIC pour définir des valeurs, pour donner une valeur à ces services environnementaux. Mais la difficulté, c'était de prouver à la Commission européenne que le dispositif était compatible aux lignes directrices agricoles. Donc il fallait à tout prix avoir un point d'ancrage dans quelque chose qui était connu du point de vue agricole. Et là, on a effectivement des éléments qui sont connus. Donc ça nous donne 4 valeurs de référence, qu'on appelle 4 valeurs guides, qui sont des 4 valeurs qui
permettent de mesurer la valeur attribuée ici aux services environnementaux. Pour le paysage, donc entretien à 66 €, pour la transition, la création 676, pour l'agronomie, la gestion des systèmes de production agricole, ça va de 146 à 260, suivant qu'il s'agisse de maintien d'une situation ou d'une transition de cette situation. Alors ça donne une valeur aux services environnementaux, mais ça ne donne pas le montant de la rémunération qu'on va accorder à un agriculteur. Donc, il y a l'étape suivante, c'est de calculer le montant des PSE. Alors, au niveau d'une exploitation, on va évaluer les services environnementaux qui sont produits par l'agriculteur, par le niveau de performance environnementale, enfin le profil environnemental de l'exploitation et son niveau de performance. Et ce profil environnemental, on va le caractériser par une batterie d'indicateurs caractéristiques de l'exploitation agricole. Et ces indicateurs devront être transformés en notes pour produire une appréciation qualitative, donc une note de 0 à 10. Donc finalement, la rémunération d'une exploitation agricole sera calculée en confrontant la valeur des services environnementaux maximaux, c'est les valeurs guides que je présentais sur la diapositive précédente, avec une note de 0 sur 10, 0 ça veut dire qu'il y aura une rémunération égale à 0, 10 sur 10 ça veut dire qu'on atteindra la valeur maximale qui correspond aux valeurs guides. Donc il y a bien une confrontation de la valeur des services environnementaux et puis de la note qui permet de qualifier le profil environnemental de l'exploitation. Et c'est cette rémunération qui correspond à la valeur que l'on donne au service environnemental réel produit par l'exploitation. Une petite remarque en plus sur ce qui concerne les structures paysagères. Donc il y a une importance assez forte donnée à la gestion des structures paysagères dans ce dispositif, pour une raison simple, c'est que d'abord ces structures paysagères, donc on a surtout raisonné en termes de haies pour bâtir le dispositif, mais on pourrait étendre le raisonnement à d'autres types d'infrastructures agroécologiques. Elles ont un rôle énorme dans le maintien de la biodiversité, et l'érosion de la biodiversité qu'on observe à l'heure actuelle est liée en grande partie justement à la dégradation de ces structures. Donc il y a bien l'idée de rémunérer l'entretien de ces structures, de leur donner une valeur économique pour qu'elles puissent être maintenues par les agriculteurs. Et c'est un point d'autant plus important que la démographie agricole est telle que d'ici une dizaine d'années, il y aura à peu près le tiers des exploitations qui auront disparu. Qui dit disparition d'exploitation dit agrandissement des structures d'exploitation. Qui dit agrandissement dit tendance naturelle à détruire tout ce qui gêne, par exemple les haies, avec un effet multiplicateur sur l'érosion de la biodiversité que l'on observe à l'heure actuelle. Donc il y a bien cette volonté de redonner une valeur à la gestion de ces structures. Et alors, là, une fois de plus, j'indique qu'on a surtout raisonné en termes de haies, de maillage bocager, etc. Une des discussions avec la Commission, enfin une des inquiétudes de la Commission lorsqu'on a présenté ce dispositif, c'était de s'assurer qu'on allait au-delà de ce qu'on appelle dans le jargon européen la ligne de base. La ligne de base, c'est tout ce qui est imposé par la réglementation, en gros. Pour ce qui concerne les haies, il y a déjà quelque chose qui est imposé par la réglementation dans les BCE, donc les bonnes conditions agro-environnementales, la BCE 7, qui impose déjà un maintien des haies. Donc aller plus loin que cette ligne de base, c'est définir c'est la réponse qu'on a donnée, c'est définir des règles de gestion durable. Et ces règles de gestion durable, il fallait qu'elles reposent sur un référentiel précis et qu'elles puissent être contrôlées sur le terrain. Donc on s'est appuyé sur un label qui est porté par une association et un réseau, le réseau AFAC Agroforesterie, label qui a été lancé il y a un an, qui s'appelle le label Haie, et qui définit de manière très précise ce qu'est une gestion durable d'une haie. Et c'est un dispositif qui repose sur une certification, donc ce qui permet d'externaliser les contrôles. Alors, ce qui sera demandé aux agriculteurs, c'est au cours de la durée du contrat, de s'engager dans ce label. C'est un label qui présente 3 niveaux de performance, et donc s'engager dans le label, ça veut dire que l'agriculteur atteint déjà le premier niveau, et donc c'est l'atteinte de ce premier niveau qui sera demandée sur la durée du contrat de 5 ans. Bon, ensuite, différence entre PSE et MRE, on va passer, c'est pas...
c'est pas essentiel ici. Actuellement, donc, on est après la première sélection des projets. Donc, le travail des porteurs de projets actuellement, c'est d'identifier les enjeux environnementaux, d'identifier les systèmes de production agricole qui sont présents sur leur territoire et de construire des batteries d'indicateurs qui sont à la fois cohérentes par rapport aux enjeux environnementaux et cohérentes par rapport à la nature des systèmes agricoles, de se donner des résultats à atteindre en termes de profil de fonctionnement des exploitations, de paramétrer le système d'indicateurs et donc de calculer des rémunérations et le coût des projets. Et ensuite, lorsque, à la fin de l'année, on aura fini la sélection définitive des projets, il faudra qu'il y ait un diagnostic précis des exploitations, qu'on caractérise chacune des exploitations sur la base des indicateurs et qu'on puisse calculer une trajectoire sur les 50 contrats, de manière à dire à chaque agriculteur, ben voilà ce que ça peut rapporter potentiellement. Alors je voudrais quand même dire un petit mot sur le choix, parce qu'en fait, moi, ça me semble l'essentiel, quand on parle de zones humides ou d'autres choses, c'est de voir comment, mais il faudrait... donc en fait, on a... la première chose, c'est s'interroger sur la nature des enjeux environnementaux, donc c'est le carré rouge sur ma diapo. Donc là, je prends l'exemple, supposons que sur un territoire, on repère que c'est un enjeu biodiversité et un enjeu eau. Enjeu biodiversité qui est lié à la préservation de zones humides, qui est lié à le maintien de prairies permanentes qui ont une valeur floristique parce qu'elles ont tendance à dégrader, voire à disparaître, et puis également à le maintien de la biodiversité lié à la restauration du bocage qui a également tendance à être détruit. Et supposons, alors deuxième question qu'il faut se poser, c'est qu'on ait des systèmes agricoles sur le territoire qui correspondent à de la polyculture d'élevage en train de se désagréger avec un remplacement par des exploitations de grande culture, un élevage résiduel extensif sur les prairies qui nous intéressent à forte biodiversité, et qu'actuellement on soit dans une mouvance d'arrachage de haies. Eh bien, il faudra trouver des indicateurs qui sont pertinents par rapport à ce croisement entre enjeux environnementaux et systèmes agricoles. Alors, sur l'aspect des structures, donc il y a deux domaines d'action, c'est les deux domaines de services environnementaux. Celui qui est en vert, ça correspond à la gestion des structures paysagères. On pourrait avoir des indicateurs, par exemple, tels que le pourcentage de la surface de haies par rapport à l'SAU. Et comme l'indicateur il sera utilisé pour calculer la rémunération, on pourra être d'autant plus... ça pourrait également être le pourcentage de la surface de zone humide sur la SAU. Ça pourrait être la taille moyenne du parcellaire, puisque les travaux assez récents de l'INRA ont montré qu'il y avait une corrélation assez forte entre la taille des parcelles et la biodiversité. Plus la taille est réduite, plus c'est intéressant. Et puis ensuite, on a les deux autres domaines, ceux qui sont en bleu, enfin deux sous-domaines, qui sont en bleu et en noir, qui correspondent à l'agronomie, à la gestion des systèmes de production. Et par rapport aux problèmes qui sont posés et par rapport au système de production présent, on aura des indicateurs tels que le pourcentage de prairies par rapport à la SAU, le pourcentage de légumineuses dans la SAU, etc. Et enfin, sur l'autonomie de l'exploitation, si on veut protéger le pâturage sur ce territoire, on pourrait avoir des indicateurs qui sont par exemple relatifs à la valorisation de la ressource, donc la valorisation des ressources de l'écosystème par le pâturage. Et ce sera par exemple le nombre moyen de jours de pâturage par an, ou à l'inverse, le pourcentage de surface en maïs en silage qui traduira plutôt une autonomie assez faible de l'exploitation. Et puis donc j'arrêterai là. La dernière diapo, enfin c'est pas du tout, mais la dernière dans mon... voilà. Et ensuite, la chose qu'il faut faire après, c'est reprendre cette batterie d'indicateurs et puis la paramétrer, c'est-à-dire donner une valeur minimale et une valeur maximale, sachant qu'en dessous de la valeur minimale, il n'y aura pas de rémunération, et qu'au-delà de la valeur maximale, on n'augmentera plus la rémunération et on considérera qu'on reste à la valeur maximale. Et c'est ça qui permet de s'adapter aux spécificités du territoire. Bon, si je prends le premier indicateur, je n'en donnerai pas d'autres, qui est le pourcentage de surface de haies sur la SAU, on ne va pas raisonner du tout de la même manière, suivant qu'on soit dans le massif central ou suivant qu'on soit dans la Beauce. Si je donne ici l'exemple de minimum 10, maximum 20, on voit de toute évidence que ça ne fonctionnera pas dans la Beauce parce que personne ne sera intéressé
par un dispositif qui ne rémunère pas tant qu'on atteint 10% de surface de haie sur le territoire. Si on est dans une région qui, au contraire, est extrêmement boisée, c'est peut-être une fourchette qui va faire en sorte qu'on va jeter l'argent par les fenêtres. C'est-à-dire que tout le monde atteindra de toute façon, si tout le monde est déjà à 40% de surface de haie sur la SAU, et qu'on fixe une fourchette de 10 à 20, ça ne servira à rien du tout. Et en fait, on rémunérera systématiquement et on créera des effets d'aubaine. Voilà. Donc, il y a bien tout un paramétrage du dispositif. Peut-être, si... Encore une, peut-être. Voilà. Donc, on prend... Et puis là, promis, j'arrêterai là, mais il faut encore descendre un tout petit peu. On prend tous les indicateurs, donc là, ce n'est pas les mêmes, c'est une autre exploitation, enfin notre territoire, mais peu importe. On prend tous les indicateurs, pour chacun de ces indicateurs qui correspondent à une ligne, on définit une fourchette. Donc, par exemple, ici, j'ai pris surface des infrastructures agroécologiques sur SAU, minimum 5, maximum 20, c'est la dernière ligne. Et la valeur observée sur une exploitation sera transcrite en notes. Si, par exemple, une exploitation à 5% de surface d'infrastructure agroécologique, sa note sera de 0. Si elle a 20%, sa note sera de 10. Et une exploitation qui est juste à la moyenne, donc 25, 12,5, 12,5 de surface de SIAE, aura une note de 5 sur 10. Et on voit donc que la rémunération, puisque j'expliquais tout à l'heure que la rémunération dépendait des notes, va dépendre du choix des indicateurs et puis de la manière dont on cale le dispositif avec une valeur minimale et une valeur maximale. Voilà, donc je voulais ensuite passer des exemples sur les zones humides, mais... Je suis désolé de vous frustrer, mais l'heure a tourné. Je vous remercie de cette intervention.